Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Quelle analyse faire de la marche annoncée par l'opposition qui dénonce, selon elle, les dérives du gouvernement du président Macky Sall? Le rapport de l'ONG Public Eye sur le carburant toxique vendu au Sénégal et ses conséquences, le rapport du Parlement britannique sur la mort de Muammar Kadhafi et les implications de l'ex-président français Nicolas Sarkozy et de l'ex-premier ministre britannique David Cameron. Pour répondre à toutes ces questions, Remue Ménage reçoit Alioune Tine d'Amnesty International et Matar Sow, spécialiste de politique publique. Remue Ménage, présentation Alassane Samba Diop, c'est ce dimanche. Dimanche 18 septembre 2016, bienvenue à Remue Ménage, avec nous Alioune Tine, directeur d'Amnesty International de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et citoyen sénégalais, et Matar Sow, spécialiste des politiques publiques. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. L'opposition manifeste le 14 octobre prochain. Selon elle, les dérives du président Macky Sall ne sont plus à compter. Elle parle de plus en plus d'une dictature qui monte en puissance ici au Sénégal. Les affaires qu'elle met sur la table sont l'affaire Sonko, l'affaire Petro-Tim, l'affaire Nafingom Keïta, entre autres. Alors, Alioune Tine, quelle lecture faites-vous de cette décision de l'opposition de se regrouper et de manifester le 14 octobre prochain? Écoutez, moi je n'ai pas d'avis à donner. L'opposition sénégalaise prend ses responsabilités en tant qu'opposition. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel reconnu au Sénégal. Il faut que ce droit soit effectif et que les citoyens sénégalais, qu'ils soient politiques ou non, puissent manifester très librement. Et que cette manifestation soit bien encadrée par l'État. Vraiment qu'on arrête d'interdire les manifestations de façon systématique. On dirait que l'interdiction est la norme aujourd'hui. Donc notre recommandation la plus forte en tant qu'organisation de droits de l'homme, c'est vraiment de banaliser à la limite la manifestation. Parce qu'en réalité, c'est avec les interdictions que ça prend une portée politique qui, franchement, qui mettent la pression, qui crée des conflits, qui crée des histoires. Donc banalisons-la. Vous voulez manifester, manifestez. Matar, par rapport à cette décision de l'opposition de manifester le 14 octobre prochain pour, dit-elle, dénoncer les dérives du gouvernement du président Macky Sall? Deux choses. La première, oui, il est essentiel que soit reconnu le droit de manifester. Ces questions-là sont des questions qui ont été résolues parce que le Sénégal est une démocratie aujourd'hui qui a des acquis importants. Donc, je pense qu'il est essentiel que en tout cas, n'est pas, de mon point de vue, en tous les cas, la façon dont les acteurs politiques mettent en place un dialogue politique n'est pas, de mon point de vue, adapté au regard des valeurs de la table de valeurs en vigueur au Sénégal. On a l'impression que les élites politiques sont en déphasage avec même les populations qui, aujourd'hui, croient à un certain nombre de référentiels de valeurs extrêmement importants. Le débat public aujourd'hui est orienté autour des personnes. Ce ne doit pas être toujours le cas. Et c'est cela qui réagit, qui évidemment a un impact sur même notre capacité à nous saisir de problématiques extrêmement importantes sur la santé, sur l'environnement, sur l'éducation, sur la gouvernance, non pas du point de vue théorique, mais la gouvernance incarnée dans un dispositif institutionnel qui soit adapté. Mais parce qu'aujourd'hui, on est toujours autour de problématiques crypto-personnelles. Et pour comprendre cela, il faut revenir sur les motivations de l'engagement politique des acteurs politiques. C'est cela qui détermine la façon dont nous dialoguons. En réalité, n'est qu'une conséquence de la façon dont les acteurs s'engagent en politique. Pourquoi fait-on de la politique au Sénégal? C'est donc pour des intérêts personnels, souvent. Souvent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, donc le débat
ne peut être qu'autour de ses intérêts et des personnes qui les incarnent. Et on cristallise l'opinion, on cristallise l'interaction autour de personnes comme le frère du président, comme le beau-frère du président, comme Ousmane Sonko, comme l'ancien premier ministre. Non, ces acteurs-là participent d'un processus qui est plus global, plus important, où se jouent des intérêts qui sont collectifs, où se jouent des ordres publics au plan économique, au plan social, au plan environnemental. Il faut que l'on cesse un petit peu le débat sur les politiques pour aborder le débat sur les politiques publiques. Et c'est le plus grand manque de mon Mais en ce moment, quel est le rôle que doit jouer la société civile si on constate que du côté de l'opposition des pouvoirs aujourd'hui, les dialogues et autres est trivial? Bon, il me semble que la société civile tente de jouer son rôle. Mais je reviens sur le fait effectivement que un effort doit être fait pour que quand même les pouvoirs publics donnent à la société civile sénégalaise, qui est quand même une des plus dynamiques de la sous-région, sinon même, je dirais, du continent, sa place, son statut, qu'on l'écoute, qu'on le consulte. Je pense que ça fait partie des déficits qui existent. Si bien que vraiment on a une espèce de truc frontal entre l'opposition et le pouvoir, et même des tendances au basculement de la société civile dans les politiques, d'un côté ou de l'autre. Donc il me semble que, je pense qu'il nous faut, nous, en tant que société civile, de façon globale, qu'on travaille, qu'on analyse la situation, qu'on regarde les enjeux, et qu'on essaye à partir de cette situation et de ce contexte global de dire quel doit être notre rôle. Est-ce que ça, on ne constate pas un déficit de confiance entre les pouvoirs et la société civile? Parce qu'à un moment, la société civile a pris des positions politiques. C'est que la société civile est dans la politique. Je pense qu'il faut quand même que ça soit clair. Souvent on dit, mais vous, à l'ultime, tu fais de la politique. Mais bien sûr. Mais à l'ultime, ne fait pas de la politique pour être élu, pour aller au gouvernement, pour aller ailleurs. Ce n'est pas parce que, tout simplement, quand le pouvoir a raison, mais il faut dire que le pouvoir a raison sur des positions. Je pense que ça, c'est bien de le dire. Et quand l'opposition a raison, de dire que l'opposition a raison. Quand l'opposition a tort, de dire que l'opposition a tort. Moi, je me rappelle, je me suis fait rabrouer autant par l'opposition que par le pouvoir. Donc, c'est effectivement cette posture d'indépendance de la société civile qu'on cherche. Mais souvent, c'est cette posture d'indépendance. Et puis de deux aussi, quand il y a des situations qui commencent à être assez difficiles avec les ressources minérales, qui constituent souvent, je dis, des facteurs aggravants dans les conflits. Donc, que la société civile aussi se mette en place pour dire aux gens, écoutez, il nous faut travailler, il nous faut discuter, arrêtez vos problèmes. Je pense que c'est fondamental à un moment donné qu'ils essayent de jouer les régulateurs. Mais il faut quand même aussi que, que la société civile elle-même mérite cette place. De deux, qu'effectivement, aussi bien au sein du pouvoir que dans l'opposition, qu'on donne cette place et ce statut à la société civile. À un moment donné, on nous l'a donné. Mais maintenant, on a beaucoup plus tendance à aller voir les marabouts. Il faut le dire, hein, ça c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'il faut les solliciter quand c'est absolument essentiel, quand c'est très fort. Mais sinon, il est évident que ça peut effectivement menacer un certain nombre de choses. Donc je dis, nous, la société civile, c'est à nous de mériter d'abord la place qui nous revient dans la société, de mériter la confiance des institutions et de fonctionner comme une institution. Mais cela aussi, c'est un travail, je dirais, dialogique avec l'ensemble des acteurs qui sont en place. Mais si effectivement l'État, très rarement, ou bien c'est seulement quand il est en difficulté qu'il fait appel à la société civile, ça pose des problèmes. Parce que quand même, dans ce pays, la société civile a joué un rôle fondamental dans, si vous voulez, le renforcement du processus électoral, la reconnaissance des résultats des élections. Et même le fait que des présidents quand même disent, écoutez, nous avons perdu, je vous félicite. En 2000, ça c'est un travail de la société civile, d'une coordination de la société civile à l'époque. Donc il faut effectivement que ces acquis de la société civile, nous qui sommes quand même les vétérans,
les doyens comme on nous appelle, qu'on en discute avec les jeunes et que effectivement qu'on apprenne à respecter les jeunes. Parce que moi j'ai entendu des gens du pouvoir public interpeller quand même des jeunes de Y'en a marre, qui vous êtes, d'où vous sort votre... Mais attends, c'est pas comme ça. Je pense que quand la société civile critique, c'est ça son rôle. Le jour où la société civile arrêtera de critiquer pour faire des éloges à un pouvoir, mais ça n'est fini de la société civile. La critique, ça c'est la norme. L'exception, c'est quand on dit que vous avez très bien fait. Mais quand le pouvoir fait très bien, on dit qu'ils ont très bien fait, on est d'accord avec eux. Oui. Sur ces questions qui cristallisent aujourd'hui l'opinion sénégalaise, qu'est-ce que doit faire la société civile justement pour éviter qu'il y ait une confrontation, que le débat soit posé de façon sereine et pour l'intérêt des Sénégalais? Oui, ce qu'il faut savoir, de mon point de vue, c'est que la société civile sénégalaise est en pleine mutation. La société civile organisée, telle qu'on l'avait connue dans l'autre décennie, est en train de renforcer son crédit, mais doit faire avec une société civile qui s'organise de façon différente, qui utilise des méthodes qui sont un peu plus modernes, avec un usage des ressources qu'offrent les technologies de l'information et de la communication, qui également s'organisent avec des dynamiques de réseau, qui emploient des catégories de contrôle citoyen que ne pouvait pas faire la société civile organisée d'antan. Alors, le premier problème qui se pose, c'est celui de la qualité de la participation à la définition des politiques publiques, à la mise en œuvre des politiques publiques, au suivi des politiques publiques et à leur évaluation. Parce que c'est un des rôles aussi de la société civile que d'être à ces différentes étapes du processus de déroulement de l'action publique. Or, au Sénégal, le rapport entre le pouvoir et la société civile s'est cristallisé autour des opportunités. Vous le savez mieux que moi, lorsqu'il y a eu cette affaire du 23 juin, il y a eu les frontières entre la société civile, qui est une force politique, et les partis politiques, la frontière était devenue poreuse, puisque tous les acteurs se sont constitués autour d'un essentiel. Donc, la société civile également doit avoir un projet. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut que cette société civile-là prenne son leadership, incarne un leadership. Aujourd'hui, au Sénégal, la société civile a toute légitimité pour revendiquer un leadership dans le champ socio-politique. Il ne faut pas attendre que le pouvoir vous invite au débat public. Il ne faut pas attendre que toutes les initiatives soient portées par les acteurs institutionnellement reconnus. Il faut que la société civile se saisisse des problématiques. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que quand même aujourd'hui au Sénégal, on voit qu'il y a un recours de plus en plus important à une autre société civile, mais parce que le monde maraboutique pèse également dans l'imaginaire collectif et participe finalement à légitimer des décisions ou à défaire des conflits. Donc finalement, au Sénégal, il y a une pluralité des modes de régulation sociale. C'est une chance. Il faut maintenant conjuguer ces différentes perspectives. Ne pas les faire jouer les unes contre les autres. Arriver à concilier toutes ces forces vives pour instruire un dialogue et veiller à la permanence de ce dialogue. Mais là aussi, le jeu des politiques doit être compris, anticipé, décodé, déconstruit par l'ensemble des acteurs de la société civile. Parce qu'on est dans un champ d'opportunité. Et donc, de mon point de vue, il y a un changement. Il faut que cette société civile-là prenne acte de ce changement, redéfinisse son leadership et initie de nouvelles modalités de contrôle citoyen. Et dépasse le champ uniquement politique. Parce qu'on est trop axé sur le débat démocratique. Or, là-dessus, on a des acquis importants. Par contre, le débat
sur la gouvernance des ressources stratégiques, je ne sens pas suffisamment la société civile sur cette question-là. Cela nous permet d'enchaîner avec le deuxième point de notre débat. Justement, c'est une ONG établie en Suisse qui a fait un rapport. C'est Public Eyes qui parle de carburant sale déversé dans nos pays en disant que ça crée de la mort prématurée, que le soufre contenu dans le carburant vendu dans nos pays est 1000 fois plus important que celui vendu en Europe. Le débat est là. Il y a eu aussi la sortie des responsables sénégalais en disant que les normes édictées au Sénégal sont respectées entre autres. Mais M. Aluntine, cette affaire de carburant déversé en Afrique, on a parlé de Trafigura, qu'on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec les déchets toxiques, où il y a eu 17 morts là-bas. Aujourd'hui, les ONG disent que ce carburant peut tuer des gens de façon prématurée. Tout ce qu'il faut dire qu'en réalité c'est un crime. À partir du moment effectivement où ce carburant contribue vraiment à polluer, je dirais à empoisonner, parce que l'OMS quand même a fait une étude récemment sur Dakar pour dire qu'on est quand même 7 fois, on a des normes de pollution qui sont 7 fois supérieures aux autres normes. C'est en réalité comme si effectivement on nous avait enfermés dans une chambre et on a mis les pots d'échappement en marche. Donc vous avez les cardiopathies, vous avez les morts subites qu'on ne comprend pas, qui affectent d'ailleurs toutes les générations. Au départ, c'était seulement les adultes. Et puis vous avez l'asthme. Tous les jeunes qui naissent ces temps-ci à Dakar, la plupart des enfants, ils sont asthmatiques. Il faut demander aux gens. Donc, il faut dire que c'est un crime. Supposons une seule fois, effectivement, que ce carburant sale soit vendu aux États-Unis aujourd'hui. Supposons tout simplement aujourd'hui qu'en Europe, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs, ou en Suisse même, puisque effectivement ce sont des entreprises suisses qui nous vendent ce carburant, que ce carburant soit vendu en Suisse. Quelle serait l'attitude des Suisses? Quelle serait l'attitude des Américains? Quelle serait l'attitude effectivement des Européens de façon globale? Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse d'abord ça. Est-ce que nous devons être exclus des normes relatives à un environnement sain? Est-ce que c'est acceptable pour nous, notre leadership, quand même d'être exclus de ça? Je pense que ce scandale qui se révèle aujourd'hui, nous avons besoin d'abord d'avoir les bonnes informations venant de nos propres institutions à nous. Je pense qu'aujourd'hui, du point de vue au plan judiciaire, on doit ouvrir une enquête. Soit qu'on mette en place une commission, soit effectivement aujourd'hui que les juridictions sénégalaises compétentes ouvrent une enquête sur cette affaire. Et qu'on soit édifié. Et que toutes les conséquences de droit soient tirées effectivement de ce crime. Quitte à aller saisir les tribunaux suisses pour leur dire si vos citoyens sont infectés par ce genre vraiment de pollution, l'accepteriez-vous? Il me semble que c'est ça le problème. Ça veut dire que le vivant, il est le vivant, qu'il soit suisse, américain ou ailleurs. Et c'est à nous de refuser d'abord. En réalité, qu'on affecte un indice totalement négatif sur les normes relatives tout simplement au respect de la vie. Parce qu'il s'agit de ça, tout court. Ici, on a parlé de normes en disant que les normes sénégalaises acceptent ce carburant, alors que les normes suisses ne l'acceptent pas. Est-ce qu'on peut rester dans une situation où on ne peut pas, ici au Sénégal, élever les normes au même titre que ceux qui sont en Suisse, parce que ce sont des êtres humains qui vivent là-bas aussi. Respect de la vie humaine. Cette question, elle est complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce qu'elle met en face à face deux visions du monde. Une qui est fondée sur le bien-être, avec des dispositifs juridiques, réglementaires, coercitifs, institutionnels mis en place à travers des systèmes de contrôle, avec également des directives qui spécifient les types de produits qui peuvent être utilisés dans les pays du Nord. Nos États, parce qu'il ne s'agit pas que du Sénégal, l'Angola, la Côte d'Ivoire, ils ont qualifié de qualité africaine. Une qualité africaine. Et c'est l'autre perspective, c'est-à-dire c'est l'autre pôle des pays qui, dans leur législation, dans leur dispositif réglementaire, ont accepté
que la proportion de soufre soit de 0,5%, tandis que au niveau international, ce qui est à court, on est sur une proportion de 0,1%. Donc, est-ce que la question qui se pose, c'est que est-ce que nos pouvoirs publics ont pris cette décision en ayant fait des études préalables sur l'impact de ces substances nocives sur la santé des populations et sur la santé publique de façon générale? Est-ce que, chemin faisant, on a initié des évaluations au plan épidémiologique sur la santé publique, la recrudescence des maladies comme le cancer? Est-ce qu'on a tenté un seul moment de voir quels sont les facteurs explicatifs? Est-ce qu'il y a un travail de veille au plan scientifique? Et là, pour moi, cette question, on l'a posée sous l'angle du secteur de l'énergie. Pour moi, ce n'est pas uniquement une question liée au secteur de l'énergie. Parce que le Sénégal a fait le choix de libéraliser ce secteur. Les pouvoirs publics ont un rôle extrêmement important en termes de régulation et de contrôle. Des dispositifs ont été mis en place à travers le CNH. Il y a un comité pour la régulation des hydrocarbures. Les autres acteurs, les pétroliers également, constituent des acteurs à part entière dans le dispositif. Donc, du point de vue de l'analyse des politiques publiques, la question à poser, c'est est-ce que le dispositif de contrôle est suffisamment efficace? Maintenant, deuxièmement, est-ce que la norme, le référentiel de contrôle est aujourd'hui pertinent? Est-ce que ce référentiel est pertinent au regard de ce qui a cours au niveau international, compte tenu de ce qu'on sait maintenant de la toxicité de ces substances-là? Et donc, ce qui pose la problématique de comment est-ce que nous prenons les décisions publiques dans notre pays. Il y a un décret de 2014 qui porte spécification de ces ressources-là. Mais est-ce que, à un certain moment, le monde de la recherche, j'en appelle la responsabilité des universitaires, se sont saisis de cette problématique-là? Est-ce que le ministère de la Santé s'est saisi de ces problèmes? Moi, je la pose non pas sous l'angle unique du secteur de l'énergie, parce que le job du secteur de l'énergie, c'est de faire de sorte qu'on ait de l'énergie au Sénégal. Leur politique, consignée dans la lettre de politique sectorielle, est définie autour d'une vision claire: l'accès universel à l'énergie et à moindre coût. Donc, l'élément d'explication, c'est que dans nos pays, on se dit que finalement, ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on ait du carburant, qu'on ait du pétrole pour pouvoir fonctionner. Parce que ça a un impact même sur la révolte populaire. Mais quel pétrole? Quel pétrole? Donc, on a ici, manifestement, on a privilégié l'accès à la qualité. À la qualité. On a privilégié finalement le bien-être immédiat au bien-être durable. La durabilité à la fois au plan environnemental, au plan de la santé publique. Et tout ça, dans un calcul, toutes choses égales par ailleurs, ce que l'État va payer pour la prise en charge des malades, finalement, ne justifie pas, je veux dire, il y a une contradiction, il y a un déficit de cohérence. On n'est pas dans un système de politique publique réflexif. Il y a un déficit de cohérence. Parce que ce qu'on gagne de la main gauche, on le perd de la main droite. Ce que l'État va payer, va gagner en termes d'accessibilité, on va perdre ça en dépenses de santé. Michel Louty, c'est cette question fondamentale qui a été posée sur la santé des populations. On parle de morts prématurées, de cancer, et le coût de la santé par rapport au PIB du Sénégal. Mais moi je dis attention, parce que tout de même, c'est le problème même. Dans la durée, la menace de la vie ici, sur notre continent, dans notre région. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on parle de développement durable. Avec la montée des eaux. On le sait. Et la montée des eaux nous affecte directement aujourd'hui même dans beaucoup de coins au Sénégal. D'autre part, il faut mettre ça en relation avec aussi toute la côtière qu'on a aujourd'hui au Sénégal. Tout de même,
tout est obstrué à Dakar. Sur tout le littoral, on a construit. C'est comme si c'était des rideaux qui empêchaient même, je veux dire, le renouvellement de l'air. Il me semble que si on ne fait pas attention avec l'impossibilité d'évacuer l'excès de gaz toxique qu'il y a à Dakar, mais d'ici quelque temps, Dakar sera invivable, comme dans certains pays où les gens sont obligés de ne pas rouler certains jours ou de diminuer des trucs, etc. En Chine, on est dans cette situation. En Inde, on est dans cette situation. Mais nous, ce n'est pas la première fois. Je revois le nom de Trafigura dans quand même ce dossier. Trafigura, c'est 500 000 litres qui ont été déversés en Côte d'Ivoire en 2006. C'est 17 morts. Plus de 100 personnes qui ont été blessées. Mais aujourd'hui, Amnesty International est en train d'interpeller Trafigura. On l'interpelle encore une fois. Quelle est la nature vraiment des déchets toxiques qui ont été déversés? Jusqu'ici, c'est un grand secret. C'est dans la confidentialité. Ce qui n'est pas normal. Parce que nous, en tant qu'Africains, on ne l'exige pas. Maintenant, on dit, tiens, c'est du carburant moins cher. Mais quand même, les dépenses en santé publique, quand même, les malades, les morts, ça n'a pas un coût. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Si aujourd'hui, nous avons quand même des normes extrêmement faibles, c'est parce que tout simplement, on n'a pas pris en charge vraiment dans le développement du Sénégal, du pays, de l'Afrique, la question environnement. Mais pourtant... Et cette question-là, elle est faible parce que nous n'avons pas de parti écologique, où les partis écologiques sont faibles, où ils cherchent des places, où ils cherchent autre chose. Mais il me semble aujourd'hui, ce qu'on peut appeler l'idéologie écologique, il est absolument intéressant que le débat sur les questions d'environnement, sur les questions d'écologie, sur le littoral, qu'on pose le problème si nous voulons encore voir des êtres vivants d'ici peut-être 1 millier d'années ou même pas. On parle de nos États, mais pourtant au Rwanda, ce pétrole-là ne peut pas entrer là-bas parce que le contrôle est strict et rigoureux. C'est des normes européennes, pratiquement au Rwanda. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que le problème du leadership, nous n'allons pas aller quémander ça. C'est à nous d'instaurer notre leadership. C'est à nous de nous aimer. Parce qu'il est évident que cette espèce de haine de soi qu'on a mis chez les Africains depuis l'esclavage, la colonisation et maintenant, il est encore là. Ça veut dire que le paradigme racial n'a pas disparu. Voilà, ça veut dire que les normes, quand même, du vivant, vous l'avez expliqué de façon peut-être assez implicite, mais c'est pour dire que les normes du vivant en Europe et ici, c'est pas la même chose. Au nom de quoi? Mais ça, c'est le paradigme racial. Mais c'est à nous d'éliminer ce paradigme. Si nous l'acceptons, c'est parce que nous acceptons effectivement que, concernant quand même les indices et les normes, que vraiment qu'on soit affecté quand même toujours de l'indice négatif. Il faut que ça s'arrête. Mais c'est nous qui pouvons l'arrêter. Est-ce qu'aujourd'hui, si en Europe, certaines sociétés, parce que c'est des sociétés commerciales privées qui vendent, n'arrivent pas à faire ce qu'elles veulent, c'est parce qu'il y a quand même une association de consommateurs très forte. Il y a une conscientisation peut-être de société civile extrêmement forte qui pose ces débats, qui partent pas au tribunal. Je ne voulais pas te truquer, mais je voudrais tout simplement dire, il faut voir les bateaux qui polluent en Europe, combien ils payent. Quand ils polluent aux États-Unis, combien ils payent quand ça arrive, et comment les États prennent ça en charge pour les punir. Mais ici, quand ça arrive, rien n'arrive. C'est ça le problème. Deux choses. La première, c'est que oui, il y a une responsabilité, celle de nos pouvoirs publics. Il faut le dire. Ce paradigme-là racial, évidemment, il opère. Mais nous sommes en toute souveraineté. Nous sommes des États capables de spécifier, de paramétrer notre commande, de mettre en place des dispositifs de contrôle à l'entrée et à l'usage, de mettre des dispositifs d'évaluation permanente de la qualité des ressources que nous utilisons. Nous avons fait le choix délibéré d'avoir des spécifications qui laissent place à la possibilité que des ressources qui présentent un niveau de toxicité extrêmement grave entrent dans notre pays. C'est, de mon point de vue, une négligence grave et une absence de réflexion stratégique et une mauvaise prise en compte de la problématique de la durabilité dans la définition de nos politiques publiques. Parce que quand on parle de politique publique au Sénégal, les gens pensent à des projets, à des programmes. Mais même le droit, les textes législatifs
et réglementaires qui encadrent notre vécu collectif participent de la politique publique. C'est là d'ailleurs le lit des choix stratégiques. Il faut une évaluation permanente de ces dispositifs. Est-ce que les dispositifs de contrôle et de régulation fonctionnent bien? Est-ce que les acteurs en charge du contrôle à l'entrée de ces ressources-là, du pétrole, est-ce que ces dispositifs-là fonctionnent bien? Est-ce que le comité national de régulation des hydrocarbures, est-ce que ce comité a toutes les ressources au plan technique, institutionnel, financier, politique même dans sa posture pour faire son travail correctement? C'est là où il faut poser la question. Moi je pense qu'aujourd'hui, de façon historique, nous sommes en responsabilité. Il n'y a aucun pays du Nord en face de nous qui nous impose de laisser notre peuple mourir de cancer ou d'asthme ou de maladies, des AVC. C'est nous-mêmes qui l'avons décidé. C'est nous-mêmes qui le laissons faire. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas les dispositions qui existent. On peut faire le choix d'acheter plus cher et d'avoir une meilleure santé. Ou d'acheter à moindre coût, de ne pas faire le contrôle, d'accéder de façon universelle et à moindre coût à l'énergie et finalement payer le prix. Il y a une analyse des risques à faire. Et ça, c'est la responsabilité des acteurs de l'administration publique. Deuxièmement, maintenant, c'est également la responsabilité de la société civile et du monde de la recherche de se saisir de ces questions-là. Pas en réagissant à des événements ou à des rapports qui ont été conçus pour d'autres raisons, mais qu'on se donne les moyens d'être des instruments de veille, qu'on ait un dispositif de veille et d'aide à la décision publique. Monsieur Aloutine, le dernier point de notre débat, c'est le rapport du Parlement britannique qui dit que David Cameron, l'ex-premier ministre, a pris à la légère son intervention en Libye. Par ricochet, l'affaire Nicolas Sarkozy revient au devant de la scène par rapport à ce que certains appellent l'assassinat de Kadhafi qui a créé tout ce problème-là au nord, le djihadisme qui s'est développé au Mali, aujourd'hui le terrorisme qui gangrène le monde. Bon, je pense que sans même lire ce rapport, on peut bien comprendre ce qui se passe au plan géopolitique quand on a suivi ces affaires, quand on a suivi ce qui s'est passé en Irak. Nous, quand on était à l'Arado au moment de la guerre de l'Irak, quand les gens ont menacé, on est sorti dans la rue parce qu'on savait ce qui se fait. Ce qui s'est passé en Libye aussi. Je pense que la chose la plus grave, c'est que la Libye se trouve sur le continent africain. Et on a empêché à l'Union africaine de faire son travail. On n'a pas écouté l'Union africaine. On n'a pas laissé l'Union africaine travailler. Et donc, ils ont pris quand même des responsabilités qui étaient extrêmement lourdes. C'est très grave ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé aussi, c'est pas vraiment en matière de géopolitique, c'est des choses qui ont été réfléchies et qui ont été froidement exécutées. De mon point de vue, c'est ça aussi le problème que nous avons dans le monde. Ce qui s'est passé en Irak, c'est pas un hasard. Parce que la théorie du chaos. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut porter plainte contre Nicolas Sarkozy et David Cameron pour l'assassinat du colonel Kadhafi? Je pense que c'est d'abord, si les juridictions britanniques et françaises ne le font pas, ils auront failli à quelque chose. Je pense que ce sont ces juridictions nationales par rapport vraiment aux présomptions très fortes qui sont ressenties et qui ressortent même de leur propre rapport. C'est à eux vraiment de prendre les décisions nécessaires par rapport à ça. D'enquêter, c'est ça. Si ces juridictions sont indépendantes, il faut absolument effectivement que ça suive. Nous, à Amnesty, nous n'avons pas l'habitude, sinon nous n'avons pas enquêté sur quelque chose, de nous prononcer. Mais je trouve aujourd'hui que c'est les juridictions, les institutions judiciaires françaises, je pense que sur l'affaire Kadhafi, c'est le volet d'ailleurs élection, qui sont en train sur lequel ils travaillent. Mais la conclusion que je veux tirer, tout simplement aux grandes puissances, ce n'est pas avec les armes, ce n'est pas avec la guerre qu'on va imposer la démocratie dans un pays. Et je pense que cet échec est patent et le monde entier en souffre. Et comme disait l'autre,
En Libye, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait comment on dit, le travail. Le travail après-vente, le service après-vente, c'est Déby qui l'avait dit, mais il a raison. Et les implications sont là au Mali, on l'a vu. Après la Libye, directement les gens sont venus avec vraiment des tonnes d'armes au Mali. Et ils ont déstabilisé pratiquement tout le Sahel aujourd'hui. Je pense que c'est très grave. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous partagez l'idée de certains intellectuels africains qui demandent aujourd'hui que Sarkozy et Cameroun soient traduits devant les juridictions nationales parce que les juridictions ont la compétence internationale, comme on le fait avec des chefs d'Africains qu'on traduit devant la CPI? Une question difficile. En fait, on est au plan géostratégique sur une problématique extrêmement complexe. En son temps, je veux dire, il faut mettre en contexte. Kadhafi, en tant que président, avait évidemment une attitude qui était déplorée par la plupart des acteurs au niveau international. La communauté internationale s'est saisie de cette question-là. Sarkozy et Cameroun, et dans une moindre mesure d'ailleurs l'Amérique, se sont saisis de cette question-là et ont fait valoir le droit d'ingérence. Avec une onction, il me semble, si je ne me trompe pas, il y avait une résolution des Nations Unies. Une résolution faible qu'ils ont dépassée. Il y avait même la Ligue arabe dedans. Voilà, avec la Ligue arabe. Donc, situant les responsabilités, au plan éthique, on peut évidemment ici dire avec fermeté que, d'une part, il n'appartenait pas à la France, à l'Angleterre, aux États-Unis, de régler ces questions-là, la question de Kadhafi, compte tenu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et deuxièmement, parce que en Afrique, on a quand même un organisme, on a l'Union africaine qui constitue la plateforme de résolution des problèmes qui se posent aux États africains. Maintenant, face à l'inertie ou à l'incapacité manifeste de nos organisations régionales de se saisir de ce problème-là et à proposer des solutions réalistes, d'autres acteurs venant d'autres continents ont non pas proposé, mais ont exécuté leur plan, au détriment de la région Afrique. Parce que les conséquences directes, même si aujourd'hui, quand même, les conséquences rejaillissent jusqu'à l'autre côté de l'Europe, parce qu'on ne peut pas défaire, on ne peut pas délier. Jusqu'en France. Jusqu'en France, on ne peut pas délier ce qui se passe en France de ce qui s'est passé en Libye. Parce que le monde est juste. Et parce qu'on ne fait jamais rien sans pour autant en être responsable. La vie est juste. Et donc, mais les premières conséquences, les premiers impacts ont touché la région Afrique, notamment au sud du Sahara. Avec un développement de AQMI, de Daesh qui maintenant prend toute cette région-là en otage. La paix est compromise du fait d'une intervention étrangère. Mais pour moi, au plan technique, l'Occident, de ce point de vue-là, au plan politique, n'a pas suffisamment fait une analyse des risques. Parce qu'ils peuvent démettre un dictateur, mais ils ne peuvent pas mettre en place un État. La naissance de l'État est une expérience endogène. C'est un processus qui est approprié par des acteurs au plan endogène. Aujourd'hui, c'est toute la difficulté que nous vivons et nous en vivons les conséquences. Maintenant, au plan judiciaire, est-ce qu'on peut traduire Sarkozy ainsi que les autres responsables directement identifiés devant une juridiction compétente? Ça me semble difficile à mettre en place. Parce qu'il y a eu une onction de la communauté internationale. Ils ont agi au nom et pour le compte d'une communauté qui a cautionné cela. Voilà, mais normalement le temps que j'ai parti est terminé, M. Aluntine. Merci Aluntine, directeur d'Amnesty Afrique de l'Ouest et du Centre et Matarou spécialiste des politiques publiques. C'est une occasion aussi au cours de cette émission à rendre hommage à M. Yerofal qui était souvent là dans cette émission pour nous accompagner. M. Yerofal a été aujourd'hui porté à terre au niveau de à Thiès, chez lui. Nous présentons nos condoléances encore à toute sa famille, à toute la communauté universitaire. Donc, Yoro quand même, c'était un grand ami avec qui nous avons partagé beaucoup de choses, surtout des luttes au plan syndical avec le SAES, la RADO dont il est membre
fondateurs, le M23 dont il est un des animateurs quand même les meilleurs, les mieux placés. Et puis, fondamentalement aussi, on a créé un journal ensemble, on est tout jeunes universitaires, Option à l'époque, qui devait fonctionner comme le monde diplomatique. Donc, je veux dire aujourd'hui que c'est toute la communauté universitaire, intellectuelle, je dirais d'Afrique et d'ailleurs, qui vient d'être orphelin. Que la terre de Thiès lui soit légère. Merci infiniment. La technique Aliou Ba, Nicolas Alassane Sambodjo, excellent dimanche à tous.